Bonsoir. Au sommaire, à la une, de nouveaux compteurs dans les foyers de Conakry et environnants. Sur le terrain, les consommateurs apprécient de plus en plus ces compteurs sabots qu'on retrouve en prépayé et post-payé. Accostage au port autonome de Conakry de 8500 tonnes de marchandises maliennes. C'est dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre le port autonome et un groupe d'opérateurs économiques. Sport préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le comité d'organisation est en visite dans les villes devant accueillir cette compétition panafricaine. Vous suivrez l'étape de Cancan avec nos reporters. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Pour commencer, ce message départ de la présidence de la République. Le président guinéen félicite le président réélu Xi Jinping. Monsieur le président et chers frères, votre réélection en tant que président de la République populaire de Chine m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les plus sincères de plein succès dans la poursuite de votre noble mission au service du peuple chinois. Je voudrais saisir cette opportunité pour relever avec satisfaction la pérennité des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui ont toujours existé entre nos deux pays frères et vous réitérer mon attachement personnel à la poursuite et à l'approfondissement des relations de coopération bilatérale. Je reste convaincu que les relations entre nos deux pays qui ont connu un réel essor ces dernières années se développeront dans l'intérêt de nos populations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute et cordiale considération. Le président de la République s'est rendu dans la famille de l'homme d'affaires Mamadou Sylla, patronat. Professeur Alpha Condé est allé présenter ses condoléances suite au décès du fils de ce dernier. Le chef de l'État était accompagné par le médiateur de la République et plusieurs autres proches collaborateurs. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, bureau de presse de la présidence de la République. Mamadou Sylla, patronat et sa famille sont en deuil. L'homme d'affaires connu sous le nom de Mamadou Patronat vient en effet de perdre l'un de ses fils du nom d'Ibrahima Sylla. Âgé de 19 ans, Ibrahima Sylla est décédé à l'hôpital Ignace Dine dans la nuit du jeudi à 22 h. Il était le fils de Hadja Mariama Diawara. La famille Sylla a hautement apprécié le déplacement du président Alpha Condé pour les condoléances d'usage. Naiyama Senyango. Nous attendons président était. Qu'il fait, il s'en a donné à Rambe. Chez Ouyar Nana. Nana Nissé Birna. Alors, Fofona Massé Kianama. Toro, Ferratine. On a rien qui va. Kabila, quel fait bien. En Bokeh, en Sénégal, en France, Biramene, délégation de Ramfa, dans Tegen de Ransa. Aïga Segefan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Délégation sénégalaise Mambarafa. Et Fafi, Silla Abil Rabbi. Mohamed Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous allons à la réparer. À la Rayafa, idiot et fruit. Tandran Tungura Baga Ambe Alari Barai Furina Yelandemu Terafima Kelfi Bimantu Hambuke Furina Inch'Allah Nefaimema. Le chef de l'État, qui était accompagné de plusieurs de ses proches collaborateurs, a, par la voix du médiateur de la République, formulé des prières pour le repos éternel de l'âme du jeune Ibrahima Sylla. Mal Khanwara. Allah fitne ma koy bokk. Allah fitne ma koy bokk. Fitne to yalla khima sara. Fitne to yalla khima sara. Sima ya non dang sebirna Allah sese fi adam ma sima ya nan safa non saintia. Mala saintia bebe fu ngem. Allah fi won fam bin la. Ana salli ala. Sallallahu alaihi
Paix à l'âme de disparu Ibrahima Silla. La Société d'électricité de Guinée s'active pour l'installation des nouveaux compteurs à travers le pays. Le défi est à la hauteur de la mobilisation sur le terrain, à l'image de certains quartiers de Conakry. Par ailleurs, les compteurs Sabou, autrefois décriés, suscitent aujourd'hui de l'engouement chez les abonnés. Un reportage signé Habib Kiam, Robert Bangora. Ce tableau est le répertoire de 44 abonnés de la Société d'électricité de Guinée. Depuis quelques mois, ils ont opté pour le nouveau plan de facturation mis en place par la Société d'éclairage public. À la base, nous étions sur les compteurs post-payés et mensuellement l'achat d'électricité était énorme. Et avec les prépayés, on arrive à évaluer mensuellement la consommation et comme nous avons des appartements, actuellement ce sont les clients qui ont la charge de payer leurs factures. Et vu avec le prépayé, nous avons fait une économie de plus de 60% sur les factures totales. Ce goût pour les nouveaux compteurs fait désormais partie des habitudes de nombreux foyers à la cité Kamayenne. Pour obtenir de l'électricité via le compteur électrique, les abonnés ont le choix entre deux modes, le prépayé ou le post-payé, sous la dénomination du compteur Sabou. Depuis l'arrivée des prépaiements là, on n'a pas de problème de tout. Tous nos clients sont à jour. Une fois maintenant leur carte est finie, c'est-à-dire ils n'ont pas de questions à nous poser. Avant de monter le soir, ils viennent et regardent d'abord le compteur. Ah ok, ça me reste beaucoup. Une fois que ça diminue encore, partent à l'EDG pour aller acheter encore le crédit. Dans cet autre foyer de Koléa, malgré quelques hésitations, l'on se prépare à expérimenter les nouveaux compteurs. Nous saluons l'arrivée de ces nouveaux compteurs. Nous payons souvent l'électricité sans savoir ce que nous consommons. Si le compteur est bon, il est le bienvenu. S'il ne l'est pas, nous vous le ferons savoir aussi. Après plusieurs mois de sensibilisation, la Société d'électricité de Guinée veut passer à l'étape supérieure. Doter tous les foyers d'un compteur électrique et optimiser la consommation. EDG s'est engagé à poser les compteurs sur tous les clients. Chaque abonné aura son compteur. Nous avons constaté par le passé qu'il y avait des sous-abonnés. Vous avez une concession où il y a 20 ménages, il y avait un seul compteur qui était là. Quand la facture vient, on se met à diviser entre les familles. Donc ce n'était pas très fiable. Et nous avons estimé que l'arbitre entre le client et EDG, c'était le compteur. Maintenant, tous ces sous-abonnés, chacun aura son compteur. Le compteur Sabou marque l'arrêt progressif de la facturation au forfait avec ses vieux litiges pour les abonnés d'EDG. Chaque client peut ainsi payer ce qu'il a consommé, loin des tracasseries habituelles. Puisque nous parlons d'électricité, un autre projet est en gestation pour améliorer la fourniture de cette denrée. Il s'agit du projet portant sur la petite hydroélectricité. Certains acteurs du secteur viennent d'être formés sur les notions liées au développement de l'énergie dans notre pays. C'est une synergie d'action ONUDI, ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Gare Diallo pour plus d'informations. Appuyer le gouvernement guinéen dans son programme d'électrification du pays est l'un des objectifs que s'est fixé la représentation de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Pour matérialiser cette initiative, 50 techniciens issus du secteur privé et public et autres agents du secteur de l'énergie participent à ce conclave. Pendant 2 semaines, des concepts liés à la petite hydroélectricité ont été abordés. Nous avons appris comment faire l'identification du site, comment monter un projet sur les petites hydroélectricités. Et également, on a fait la descente sur site afin de pouvoir mieux pratiquer ce que nous avons appris. Pour cette formation, qu'on essaie déjà de cadrer ceux qui ont suivi la formation dans le cadre de ne pas laisser tomber ces formations. Les travaux de terrain ont été consolidés par des rapports que chaque groupe a eu à présenter. Je peux vous rassurer que les formateurs du moins étaient de classe et ils avaient de la hauteur. Des formations théoriques suivies de travaux pratiques sur les sites appropriés pour les micro-barrages ont été également organisées pour rehausser le niveau de compréhension des techniciens. Notre mission était donc d'accompagner les cadres guinéens, notamment les ingénieurs, à apprendre comment contribuer à renforcer leurs capacités dans le sens d'aller dans les études et plus tard le développement des sites de petites hydro en électricité, comme il y en a beaucoup ici en Guinée. Nous avons bien entendu mené un projet en nous appuyant sur l'expertise internationale
Et pour faciliter le transfert de technologies et faire en sorte que progressivement la Guinée puisse prendre en main le développement de son vaste potentiel pour la petite hydroélectricité. Les bénéficiaires de cette formation sur la petite hydroélectricité constituent désormais une autre cheville ouvrière pour le département en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Leur apport va être important pour l'essor économique des zones rurales. Autre technique d'apprentissage, c'est à l'Assemblée nationale où les députés et assistants parlementaires s'approprient des techniques d'élaboration et d'analyse des textes de loi à examiner. C'est pour faire face à la prochaine session des lois 2018. Explication Robert Sid Tolno. C'est pourquoi vous allez voir. Les échanges qui ont duré 4 jours interviennent à moins de 3 semaines de la rentrée parlementaire pour le compte des travaux de la session ordinaire des lois 2018. L'enjeu est d'améliorer le niveau de connaissance des députés membres des différentes commissions de l'Assemblée nationale et assistants parlementaires dans le processus d'élaboration et d'analyse des textes de loi soumis pour examen et adoption. Les lois sur lesquelles on a travaillé sont d'initiative gouvernementale. Il faut que les députés maintenant commencent à prendre l'initiative de la loi. Donc ce sont les techniques d'initiation de l'élaboration des propositions de loi qui ont fait l'objet de cet atelier-là. Dans l'atteinte des objectifs, ce sont plusieurs thèmes axés sur la formulation des projets de loi, propositions de loi et sur la passation des marchés publics qui ont fait l'objet des débats. Avant, nous ne savions pas. Avant, on appelait, dès qu'on apprenait marché gré à gré, nous pensions immédiatement au détournement à la gabégie. Non, les marchés gré à gré, nous avons appris que c'est admis par la loi, mais jusqu'à un certain montant et dans une certaine conditionnalité. Nombreux sont les participants à la rencontre qui se félicitent des résultats obtenus des travaux. Ils estiment que les échanges pourraient impacter positivement leur activité parlementaire au quotidien. Je pense qu'à l'avenir, le Parlement pourra se servir de ses connaissances et faire ce contrôle au bénéfice des citoyens pour lesquels ces lois sont faites. Moins de 20% des marchés alloués sont faits de façon correcte. Tout le reste est de la magouille. Et après cet atelier, je pourrai maintenant jouer mon rôle. Dans son plan d'appui au renforcement des capacités d'opération de l'Assemblée nationale, l'USAID, à travers le projet Finance et Gouvernance en Santé, HFG, entend doter la Commission Santé de 11 ordinateurs, histoire de faciliter en temps réel le contrôle de l'action gouvernementale pour une bonne gouvernance. Bientôt, l'élaboration d'une loi spéciale de protection des albinos. Le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies œuvrent pour la réussite du projet. D'ores et déjà, l'avant-projet de loi est validé. Une étape importante a donc été franchie dans l'élaboration de cette loi, très attendue par les albinos pour mieux les protéger. Kerno Ousmane Diallo nous fait le point. C'était en mai 2017. Cet albinos échappait à une tentative d'enlèvement dans la capitale des agrumes. Depuis, des voix s'élèvent pour la rédaction d'une législation spéciale de protection des albinos, une couche sociale victime dans plusieurs pays d'Afrique de marginalisation et d'exploitation. L'avant-projet de loi qui va être finalisé va servir de bouclier une fois adopté pour préserver les droits de ces derniers. Même si le pays a ratifié des textes internationaux dans le sens de la protection des albinos, la loi qui doit être bientôt adoptée revêt une importance particulière. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans des pays comme la Tanzanie où ces personnes sont mutilées à cause de fausses croyances. Parce qu'on leur dit là-bas, oui, qu'avoir un membre d'une personne albinos vous donne accès à la richesse et je ne sais quoi encore. Alors que ce n'est pas ça, on les mutile, on les assassine et nous ne voulons pas que ceci arrive en Guinée ici. D'où la nécessité d'avoir cette loi-là et une fois que cette loi sera là, je pense que l'État prendra encore plus ses responsabilités, quoi. L'adoption d'une loi de protection des albinos va permettre d'accroître les opportunités de sensibilisation des populations sur les facteurs de l'albinisme et faire tomber les mythes entretenus autour d'eux.
Cela contribuera davantage à changer le regard de la société sur les albinos et à faciliter leur insertion socio-professionnelle. En première ligne dans ce combat, le ministère de l'Action sociale et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Une fois que nous avons un cadre juridique, il servira de référence pour les droits de ces personnes. Nous aurons une loi et ensuite des institutions qui pourront mieux s'atteler à la promotion et à la protection des droits de ces personnes. C'est vrai que les albinos sont généralement protégés comme toute autre personne humaine, vous et moi, mais leur vulnérabilité particulière exige qu'il y ait cette loi, qui leur soit spécifique. À tous les groupes vulnérables qu'il y a en Guinée, que ce soit les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes atteintes d'albinisme, nous avons vraiment la charge, cette charge morale de les défendre et de les protéger. Et pour le faire, il faudrait qu'on mette en place un cadre juridique approprié. Cela ne peut se faire qu'à travers, disons, l'adoption des projets de loi dans le domaine. Après la finalisation de l'avant-projet de loi de protection des albinos, une autre rencontre va être organisée afin de le valider finalement avant soumission à l'Assemblée nationale pour son adoption. C'est tout un groupe social qui attend l'aboutissement de ce processus. Et cette œuvre humanitaire à l'endroit des structures sanitaires de la région de Nzérékoré, il s'agit des équipements informatiques et bureautiques pour l'amélioration des conditions de travail des agents de santé. C'est un don de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Mohamed Salih Paye, Moussa Bangora. 64 ordinateurs, 32 imprimantes et 12 photocopieuses pour un coût global de 1,2 milliard de francs guinéens. Je remercie aussi très sincèrement les partenaires techniques et financiers qui continuent à travailler sans relâche et avec conviction pour l'amélioration de la santé des populations de la Guinée forestière. Cette contribution du PASA, projet d'appui à la santé, permet de renforcer les capacités des agents et responsables des services de santé de la région, ainsi que le système national d'information sanitaire. Je voudrais rassurer les autorités administratives et sanitaires de la région des Nzérékoré que le projet PASA est et sera à vos côtés tout au long de l'année 2018 pour la relance du système de la santé de la région des Nzérékoré. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à tous les partenaires en appui au développement de la région, à l'Union européenne et à l'Agence française de développement en particulier, pour les appuis multiformes qu'ils apportent à la région. En plus de ce don, le PASA promet la réhabilitation des infrastructures sanitaires de la région de Nzérékoré. Le projet est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Dans la cité minière de Sangaredi, une nouvelle cité sort de terre au bénéfice des populations des zones d'exploitation minière. L'œuvre est de Guinée Alumina Corporation. Près de 200 maisons sont déjà construites. L'action s'inscrit dans le cadre du contenu local. Les précisions avec Valérie Talimane. À une quarantaine de kilomètres de Sangaredi, le village moderne de Hakoundé Chandi, qui signifie en français au milieu des marigots, est l'œuvre de Guinée Alumina Corporation. L'action fait suite au programme de relocalisation des riverains des zones d'intérêt de cette société minière. Bien que certaines conditions attendent d'être remplies, cette cité accueille déjà 176 ménages pour plus de 1400 personnes. Pour faire déplacer la population, ce n'est pas facile. Bon, GAC a fourni un grand effort parce que ce n'est pas facile. Parce que de là où on était, pour venir, c'est-à-dire déplacer les gens, ils ont construit près de 213 maisons. Ce n'est pas facile. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore réglé, mais c'est petit à petit. Cette opération de réinstallation est pour le ministre des Mines et de la Géologie un signe de satisfaction à l'égard de GAC qui s'inscrit dans l'esprit du contenu local. Au-delà des travaux réalisés, le ministre a aussi insisté sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a encore des travaux à faire, notamment au niveau des équipements communs, mais ce que nous voyons est encourageant. Et nous avons quand même attiré
l'attention sur un certain nombre de choses, notamment sur le plan économique, qu'il fallait prendre en compte dans la poursuite et la finalisation de ce processus-là, parce que ce qui est important, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Non loin de là, Guinea Alumina Corporation est en phase de finalisation du pont numéro 3. Cet édifice est l'une des structures fondamentales pour l'ouverture de la mine de cette société. Sur ce pont, une voie ferrée est prévue afin de permettre la mutualisation des infrastructures dans la zone de Bokeh. Et vous verrez juste derrière moi qu'il y a quelques infrastructures là où l'aire de stockage sera, le concasseur, les infrastructures de base pour la mine et aussi les différents accès pour l'exploitation de la bauxite de GAC. Les travaux qui seront prévus sur ce pont, c'est la voie ferrée qui va relier notre production à celle existante déjà de CBG qui est juste à quelques kilomètres de la nôtre. Sur l'ensemble des sites visités, les installations sont au dernier réglage. Des constructions faites à la base de la protection de l'écosystème pour la préservation des cours d'eau. Une manière de lutter contre la dégradation de l'environnement. En janvier dernier, un protocole d'accord a été signé entre la Direction générale du port autonome de Conakry et un groupe d'opérateurs économiques maliens. Ce protocole s'articule autour d'un trafic annuel dont le pic atteint les 600 000 tonnes de marchandises. Une croissance du trafic qui s'amorce par l'accostage d'une première cargaison de 8 500 tonnes de marchandises maliennes. Plus de précisions avec Fodé Camara. Sous l'égide du président Ibrahim Boubacar Keïta, l'une des principales innovations de la foire d'exposition multisectorielle de Bamako, version 2018, a été la journée porte ouverte sous le port autonome de Conakry. Une opération séduction qui a permis d'attirer les opérateurs économiques maliens. Des travaux qui se sont soldés par la signature d'un protocole d'accord entre la Direction générale du port autonome de Conakry et le groupe Keïta. Ceci pour l'ouverture d'un trafic minimum de 300 000 tonnes par an, avec en ligne de mire une perspective annuelle de 600 000 tonnes de marchandises. Je crois que le groupe Keïta a répondu favorablement. On a eu des séances de travail et l'aboutissement, c'est la signature de cette convention aujourd'hui. Nous avons misé sur 300 000 tonnes, mais le groupe Keïta, dans son discours, nous a parlé de 600 000 tonnes. Donc ça nous réconforte davantage, non seulement de pouvoir travailler avec ce groupe qui aujourd'hui est déterminé à collaborer avec son frère, son partenaire, mais qui servira d'exemple pour que d'autres aussi sociétés qui sont dans le commerce extérieur puissent orienter leur trafic vers la République du Guinée. Jour pour jour, 2 mois après, ce partenariat public-privé porte ses premiers fruits par l'accostage sous les berges de la presqu'île de Kaloum de son navire transportant 8 500 tonnes de blé à destination du Mali. Il y a 2 mois, en mi-janvier à Bamako, à marge de la foire internationale de Bamako, a été signé un protocole entre le port autonome de Conakry et le groupe Keïta. Dans ce protocole, des facilités sont accordées au principal groupe économique du Mali, le groupe Keïta, quand ils vont utiliser le port autonome de Conakry. Donc, c'est faisant. Aujourd'hui, le premier bateau est arrivé avec 8 500 tonnes et 8 500 tonnes de blé. Donc 5 000 tonnes pour le groupe Keïta. C'est une première. Vous le voyez, d'abord, l'autorité portuaire bénéficie en termes de compte d'escale. Le manutentionnaire bénéficie en termes de la manutention, c'est-à-dire je vais parler de la société Transmar. Et aussi les chauffeurs, parce que d'ici Kouré-Mali, il faudrait bien que certains chauffeurs soient engagés pour le transport de cette cargaison. Donc voyez-vous, et aussi la douane, pourquoi pas, la douane bénéficie beaucoup, ce qui veut dire que tous les services au niveau de cette chaîne vont bénéficier. Contrairement aux autres ports situés à 1200 ou même 1300 km, l'un des avantages compétitifs de la plateforme portuaire de Conakry est sa proximité. Elle est située à 900 km de Bamako. Aujourd'hui, cette passerelle jetée entre la Guinée et le Mali est susceptible d'accélérer la croissance des redevances par la hausse du trafic portuaire. Il faut avouer que la Direction générale du port a trouvé le port autonome de Conakry avec un trafic en transit de 57 000 tonnes
qui représentait 0,015% de la part du marché de la concurrence. Et le transit malien du port a augmenté de 57 000 tonnes en un an à 203 000 tonnes. Et avec le protocole qui est signé là pour garantir cette année un trafic minimum de 300 000 tonnes, d'ailleurs le groupe Keta a annoncé 600 000 tonnes, nous avons potentiellement un transit global cette année de 700 000 tonnes. Une première déjà dans l'histoire du port autonome de Conakry. Inscrite dans la dynamique des efforts pour un port conforme aux standards internationaux de sécurité et de fluidité, la plateforme portuaire de la presqu'île de Kaloum offre aux importateurs et exportateurs maliens une politique tarifaire attractive pour l'essor des liens séculaires qui unissent depuis des lustres la Guinée et le Mali. Éducation, des hommes d'affaires égyptiens promettent à la Guinée près de 20 000 bourses de formation. Pour la matérialisation de cette volonté, l'on a procédé à la signature du protocole d'accord pour les 100 premières bourses. Reportage signé Francis Collier. La qualification professionnelle des jeunes fait partie des objectifs prioritaires de l'enseignement en Guinée. Pour relever ces défis majeurs de main-d'œuvre disponible et qualifiée, les autorités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry diversifient la collaboration. Cette fois, c'est un groupe d'hommes d'affaires égyptiens qui accorde 100 bourses de formation en management d'affaires sur près de 20 000. Nous avons formulé notre souhait de venir mettre les mains avec nos frères guinéens et former entre 10 000 et 20 000 différents cadres guinéens et jeunes guinéens chaque année, sur laquelle nous pourrions donner cette opportunité à ces jeunes Guinéens, primo, s'ils sont des entrepreneurs, donc d'ouvrir leur petite entreprise et donc générer un certain nombre d'emplois, et secondo, pour ceux qui ne vont pas faire cela, ça sera définitivement des cadres très professionnels qui vont faire une valeur ajoutée immense à toutes les organisations, que ce soit privées ou étatiques en Guinée. Cette formation en entrepreneuriat prend en compte les niveaux brevet, bac et bac plus 4. Durant les 5 prochaines années, des milliers d'apprenants et jeunes entrepreneurs guinéens vont bénéficier de cette formation. Mais comment tout cela va-t-il se passer? Cette formation va se dérouler en des étapes. Dans un premier temps, il y aura la formation de ce qu'on appelle des formateurs. Une vingtaine de formateurs vont être formés au programme IBDL. Une fois cette formation terminée, 150 autres formateurs vont être formés, puisque ça va concerner tout le pays et tous les secteurs économiques du pays. En ce qui concerne Gamal, nous allons nous occuper singulièrement de la formation professionnelle. Ça concerne des cadres qui ont le bac plus 4 ou plus. Cette coopération sud-sud dans le domaine des affaires vise la qualification et la disponibilité de la ressource humaine dans le pays. Ce chantier de formation en entrepreneuriat est l'un des projets nés de la volonté des chefs d'État guinéens et égyptiens. Dans la commune de Kaloum, grande opération de coups de balai dans le quartier Corentin, les femmes se sont mobilisées pour débarrasser les artères des débris d'ordures causés lors des dernières manifestations. L'initiative est bien accueillie par certains citoyens. Elhadji Seydou Ndiaye. Après un début de semaine émaillé de perturbations dans la commune de Kaloum, les femmes du quartier Corentin sont massivement sorties pour débarrasser les ruelles des débris d'ordures, mais aussi profiter de l'occasion pour se remettre en cause et demander pardon au chef de l'État, professeur Alpha Condé, premier citoyen de la commune de Kaloum. Nous avons organisé cette journée de nettoyage pour qu'on comprenne que ce qui s'est passé ici est indépendamment de notre volonté. C'est une première à Kaloum, donc nous demandons pardon au professeur Alpha Condé. Les débris d'ordures que nos enfants ont mis dans les rues ne nous a pas plu. Nous demandons pardon au chef de l'État.
Les bonnes volontés n'ont pas manqué d'accompagner ces femmes du quartier Corentin dans leur mission, qui est celle de promouvoir la paix sociale en Guinée et Kaloum en particulier. Ce qui s'est passé le lundi, les enfants sont sortis dans la rue et brûlé les pneus. Et que cela, c'est la première fois que cela nous arrive à Kaloum. Les jeunes de Kaloum ne sont pas habitués de faire ce genre de choses. Mais Dieu merci, Dieu a pu faire calmer les tensions. Les femmes se sont mobilisées. Depuis hier, elles m'ont contacté de se mobiliser, de balayer aujourd'hui. Les saletés, les débris de brûlure des pneus dans la rue le lundi, ça n'a pas plu aux femmes, ça n'a pas plu aux sages. Donc elles m'ont demandé de les laisser balayer, nettoyer complètement le quartier. Vraiment, j'ai approuvé cette initiative des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir-là, vous les avez vus mobilisés pour venir balayer les rues de Corentin. Pendant que les activités sont redevenues normales, les rues du quartier Corentin sont aujourd'hui reluisantes grâce à la bonne volonté des femmes du quartier. À présent, les échos de la 62e session de la Commission de la condition de la femme à New York, l'accès des femmes aux médias et aux technologies de l'information est aussi au cœur des travaux. Une session animée par les journalistes, les membres des organisations de la société civile africaine et autres organisations féminines. Fatmata Samoa, depuis New York. Le plein épanouissement de la femme est un combat de tous les jours. À New York, où sont venues en grand nombre ces organisations de défense des droits des femmes, l'enjeu se situe dans la continuation des bonnes actions entreprises en faveur de toutes les femmes en général et celles rurales en particulier. Comment faire pour que les femmes aient accès aux médias est l'une des thématiques débattues dans plusieurs sessions. Notre participation, c'est comment faire en sorte que les médias puissent être un avantage au lieu que ça ne soit un désavantage pour la femme, surtout la femme rurale. C'est un partage d'expériences, de stratégies pour nous, ONG, de femmes africaines, pour que nous sachions comment intervenir sur le développement, l'égalité et tous les droits humains de la femme à travers la formation, la communication, le réseautage et surtout le plaidoyer. Les femmes africaines font encore face à de nombreuses violences, comme l'a indiqué à cette session Madame Funzile Lambo, la sous-secrétaire générale des Nations Unies. Pour cette année, par exemple, la délégation camerounaise a pu venir à New York avec des jeunes filles victimes d'excision et de mariage précoce. C'est un plaisir pour moi parce que ça fait 40 ans que j'aurais voulu voir le changement sur les filles qui ont vécu des mariages. Elles-mêmes, elles viennent vivre dans les instances de prise de décision par rapport à leur vie. Nous ne parlons plus à leur place, mais elle est dans les instances où on décrit les politiques des conditions de vie de la femme. À l'horizon 2020-2063, les décideurs du monde entier sont appelés à avoir parmi leurs priorités la protection et la défense des droits des femmes et surtout les femmes vivant en milieu rural. Ils sont également appelés à accompagner la société civile et les organisations de femmes dans la planification des actions à mener sur le terrain pour une autonomisation effective des femmes. Et puis, après le 8e congrès international de la structure Africa Femmes Performantes à Conakry, l'heure est au bilan. Ces femmes se sont retrouvées pour tirer les leçons afin de mieux valoriser le textile guinéen. Elles ont également procédé à l'exposition des différents produits locaux. Mamaï Sata Kamara. Promouvoir le talent des femmes, développer les qualités citoyennes, des valeurs morales et civiques au sein de la gente féminine sont entre autres objectifs que se fixe Africa Femmes Performantes de Guinée. Ces dames se retrouvent pour faire le bilan du 8e congrès international tenu à Conakry.
Lors de cette rencontre, des exposés ont été présentés sur les produits locaux. Une manière de valoriser le textile guinéen sur le marché international et aider les autres femmes à exporter leurs produits à l'étranger. Parmi nous, il y a des teinturières, parmi nous, il y a des stylistes, parmi nous, il y a un peu de tout dans l'association Africa Femmes Performantes. Donc on s'est mis à l'œuvre, on se fixait un objectif, aller défendre ce projet. S'il est accepté par AGOA, cela permettra à bon nombre de femmes guinéennes, franchement, de retrouver leur autonomisation et d'être indépendantes, d'être épanouies au sein de la société guinéenne. Il y a des choses que je suis en train d'apprendre auprès de ces femmes par rapport à tous les produits qu'elles sont en train de préparer pour la présentation de la 9e rencontre à Washington. Et je suis très contente. Et je les félicite, je les encourage parce qu'il faudrait que la femme guinéenne présente ce qu'elle vaut. Après une projection vidéo du 8e congrès international, quelques leçons sont tirées. Des leçons qui permettent à cette structure de mieux promouvoir les produits guinéens à l'échelle internationale. Mariem Camara est créatrice d'Africa Femmes Performantes de Guinée. Elle s'apprête à exposer les différentes créations du textile guinéen lors de la 9e conférence annuelle des femmes à Washington. Nous savons tous que c'est en Guinée qu'on a commencé à faire la teinture pour la première fois. Et si aujourd'hui nous sommes vraiment en retard, c'est que les autres ont eu l'opportunité vraiment de mettre leurs produits en valeur. Mettre le bazin d'abord à la disposition de toutes les femmes teinturières en Guinée pour que les femmes puissent utiliser ce bazin. La 9e conférence annuelle des femmes prévue le 28 mars à Washington sera une opportunité pour les femmes guinéennes et d'ailleurs d'échanger sur la nécessité de valoriser les produits guinéens. Une démarche qui devrait permettre à la Guinéenne de tirer le maximum de profit de sa production sur le marché international. À présent, des belles lettres, 4 nouveaux romans font leur apparition dans les bibliothèques guinéennes. Ce sont des œuvres de notre compatriote basé en Suisse, Aïssatou Barry. C'est à travers ces livres que cette passionnée de l'écriture compte apporter sa contribution dans l'édification de la nation. Lancé Kamisoko Ousmane Ba. 4 nouvelles œuvres littéraires de Néné Aï, désormais disponibles dans les rayons. Il s'agit de l'univers de femmes, l'itinéraire d'une enseignante, la réfugiée et le roi menteur. Ces 4 nouveaux ouvrages dédicacés émerveillent les amoureux des belles lettres. Toutes ces œuvres m'ont marqué, mais il y a le roi menteur qui est un conte et qui est vraiment un problème de responsabilité et de respect de sa parole. Et ça m'a marqué quand on prend l'itinéraire d'une enseignante où elle raconte l'histoire, n'est-ce pas, d'une malinquée et d'un peul qui veulent se marier, mais les parents ne veulent pas. Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Mais j'ai lu Réfugié et j'ai aimé les vérités qu'il y a là-dedans. J'ai aimé l'émotion qu'il y a là-dedans. Il est arrivé où j'ai pleuré avec elle parce qu'elle a beaucoup pleuré dans Réfugié. Et j'aurais aimé acheter tous ces livres-là. À travers cette mise en scène, ces cinéastes guinéens relatent le contenu de ces ouvrages. Dans l'univers de femmes, par exemple, l'auteur retrace le quotidien du monde féminin. Dans La Réfugiée, elle dénonce la lâcheté des dirigeants africains depuis l'indépendance. Cette œuvre fustille le manque de vision et de projets de société dans nos États, ce qui pousse aujourd'hui beaucoup de jeunes à l'immigration clandestine. C'est l'amour de mon peuple et c'est les problèmes qui minent mon peuple qui me poussent à écrire. Je n'aurai de répit tant qu'il n'y aura pas de la paix et l'amour entre tous les Guinéens, entre tous les hommes de la terre. Je continuerai à écrire. Vétérinaire de formation, Aïssatou Barry, communément appelée Néné Aï, a 2 autres ouvrages à son actif. Ses œuvres littéraires, désormais au nombre de 6, ont été éditées sur fonds propres de l'auteur. Avec 8 autres manuscrits dans son placard, Néné Aï promet d'éditer au moins un ouvrage chaque année.
Du sport avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'heure est à la visite des villes pouvant accueillir ces joutes sportives en tenant compte non seulement des infrastructures de base, de la disponibilité hôtelière, mais aussi de l'urbanisation. En vue de vérifier les faits, une mission du comité d'organisation s'est rendue à Kankan pour une évaluation. Mangafo de Touré signe ce reportage. Située à quelques 600 km de la capitale Conakry, Kankan est l'une des villes pressenties pour abriter les matchs de la CAN 2023 en Guinée. Avant de faire un choix définitif, le comité d'organisation s'est rendu à Nabaya pour voir si sportivement Kankan peut faire face aux exigences d'un tel rendez-vous. Après avoir répondu à la première demande du comité, celle de la mise à disposition de 50 hectares de domaine pour la construction des infrastructures de la compétition, la mission se rend à l'aéroport local où elle rencontre la délégation d'une entreprise étrangère intéressée pour l'exécution des travaux. À l'hôpital régional, le COCAN 2023 constate une structure pouvant répondre aux besoins de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée. Les autorités gardent l'espoir de voir la ville parmi les localités retenues. Les critères objectifs sont déclinés et je pense que Kankan, par rapport à ce qui est examiné, Kankan sera parmi les sites retenus pour la CAN 2023. Parce qu'on a l'espace nécessaire. Parce qu'on a les ressources humaines nécessaires. Et là aussi, nous avons l'engagement des autorités à tous les niveaux. La position stratégique de Kankan, où il y a 2-3 frontières, la Côte d'Ivoire, le Mali, pas loin du Burkina Faso, qui peuvent drainer pas mal de monde vers le Sénégal. Nous sommes à 1 heure d'avion du Sénégal. Donc s'il y a des équipes de la sous-région qui sont qualifiées, qui peuvent jouer à Kankan, je crois que tout ça, c'est des opportunités pour que des supporters viennent à Kankan. Donc Kankan, c'est une ville carrefour. Mais avant la mission de passage à Senkouya, dans la sous-préfecture de Sangiana, préfecture de Kouroussa, a bénéficié d'un accueil chaleureux des populations, comme pour dire qu'elles adhèrent au projet d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et cette brève sportive qui vient de nous parvenir, l'Oré Athletic Club de Conakry est qualifié pour la Ligue des champions africains. C'était à l'issue des matchs retour qui l'opposait au club sénégalais Génération Foot de Dakar. Une rencontre qui s'est soldée sous le score d'1-0 pour les Rouges Blancs de Matam. Pour boucler ce journal, nous allons revenir sur ce message départ de la présidence de la République. Le président guinéen félicite le président réélu Xi Jinping. Monsieur le président et chers frères, votre réélection en tant que président de la République populaire de Chine m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les plus sincères de plein succès dans la poursuite de votre noble mission au service du peuple chinois. Je voudrais saisir cette opportunité pour relever avec satisfaction la pérennité des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui ont toujours existé entre nos deux pays frères et vous réitérer mon attachement personnel à la poursuite et à l'approfondissement des relations de coopération bilatérale. Je reste convaincu que les relations entre nos deux pays qui ont connu un réel essor ces dernières années se développeront dans l'intérêt de nos populations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute et cordiale considération. Conakry, 17 mars 2018, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir ce soir et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve demain à la même heure. Bon week-end à vous.